Bonjour Clarisse. Est-ce qu'on peut commencer? Florence is can she help? Oh, she's crossed over to the ears. Bonjour, docteur Boniface. Oui. Est-ce qu'Yvette est là pour qu'on commence? Ou soit on peut commencer juste avec toi? Ok, il viendra. Ok. Allô? Oui, docteur Salako. Oui, et ce que je pense, est-ce que c'est pas This is the statistics book. How many were there? parce que les participants ont demandé le script et le script on a partagé ça hier et certainement ils ont exécuté, ils ont repris les analyses. Donc, s'il y a des questions, bien des difficultés par rapport à ça, on va les prendre. Et si la réponse à certaines questions nécessite qu'on reparte dans un studio pour préciser un certain nombre de choses, là, Yvette va pouvoir répartir dans R. Plutôt que de dire qu'elle reprenne en fait toute la session pratique d'hier. Je pense que ça sera plus productif. Oui. Non, c'est ce que, donc, je sais que j'allais aussi dans ce sens-là pour dire que s'il y a des questions pour la session d'hier, alors que les gens posent les questions et qu'elles soient en mesure de donner des réponses pratiques, quoi. Voilà, donc ceux qui ont des questions peuvent lever la main ou bien poser les questions dans le chat et on va essayer d'y répondre. Ok. Donc, Clarisse? nous allons vous laisser la main pour les promouvoir s'il y a des questions, pour ceux qui veulent parler directement. Non, Clarisse peut aussi le promouvoir. Je l'ai mis déjà comme host, co-host. Donc, elle a aussi le pouvoir de leur donner la parole, quoi. Donc, elle peut ouvrir leur Ok, micro et d'accord. leur accorder. Ok. Il n'y a pas de questions. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais s'il y a ceux qui ont des questions, ils peuvent déjà l'écrire dans les Q&A. Et il faut aussi lever votre main, comme ça, on va vous accorder la parole et vous serez en mesure de poser votre question. Je vois déjà, il y a Laurent qui veut poser la question. Laurent, vas-y. Laurent, tu peux poser ta question. Merci, professeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai bien suivi la phase pratique d'hier et j'aimerais demander, je ne sais pas si c'est à mon niveau, parce que la pratique là, j'ai tenté et j'étais déjà coincé, déjà parti de la phase de répertoire là. Donc c'est par rapport à ça, ça dit le choix de répertoire là. C'est à ce niveau-là que j'étais déjà coincé, si bien qu'à un moment donné, j'ai seulement suivi et j'ai voulu reprendre depuis hier, je n'ai pas pu. Donc, c'est comme s'il y a une petite étape là que j'ai peut-être omise et j'aimerais vraiment ce que la dame, si elle pouvait revenir sur ça, ce serait bon pour moi. Merci. OK, merci beaucoup, Laurent. On va prendre Ibitoye. Ibitoye, tu peux ouvrir le micro et poser ta question. Allô? Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Ok, merci beaucoup, professeur. Et hier, on a travaillé sur une base qui était spécialement conçue avec
exactement le nombre de variables que nous avons utilisées pour l'ACP. Je voudrais demander si nous avons une base plus large avec plusieurs variables dont certaines ne seront pas utilisées pour l'ACP, et comment spécifier les variables à utiliser pour l'ACP au niveau du script. Merci beaucoup. OK. Question bien notée. Je pense qu'Yvette et Clarisse, vous notez bien les questions posées. Je vais aussi donner la parole à Landry Milogo. Landry, tu peux ouvrir le micro et poser ta question. Bonjour à tous, j'espère que vous me recevez. Oui, on te reçoit, Landry. Ah, ok. Je voulais revenir sur les questions des fonctions qu'on a utilisées là. On a utilisé la fonction Ggalé, voilà, et la fonction factomunet. J'aimerais peut-être qu'on puisse revenir sur ces deux fonctions. Notamment, on a utilisé avec factomunet la notion de PCA. Le calcul qu'on a fait là, c'est vrai qu'on a eu des résultats, mais je ne sais pas vraiment l'utilité de ces fonctions-là. Quand est-ce qu'on fait appel à ces fonctions? Et puis bon, si on peut nous expliquer davantage par rapport à ces deux fonctions-là. Voilà, merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Landry. Je vais prendre Richard Todé. Richard Todé, tu peux ouvrir aussi le micro et poser ta question. Oui, bonsoir à tous. Oh, vous me recevez? Oui, Richard, on te reçoit. Ok, merci beaucoup. Ma question, ça concerne une base de données à traiter. Les données sont en pourcentage et je voudrais faire de l'ACP. Il s'agit des facteurs pour évaluer les déterminants de l'inclusion financière. J'aimerais savoir s'il y a une transformation à faire en avance sur cette base pour pouvoir réaliser l'ACP. Merci. Merci beaucoup, Richard. Voilà, Yvette, ce sont les questions qu'on a pour l'instant. Donc, tu peux d'abord répondre à ça. Si on a d'autres questions, peut-être, si le temps nous permettra, on aura aussi le temps de prendre d'autres questions. Yvette, j'espère que tu me reçois. Oui, Monsieur Boniface, je vous reçois. OK. C'est à vous maintenant de répondre aux questions posées. OK, merci. Bon, et en ce qui concerne la première question, il y a quelqu'un qui a demandé de reprendre la phase de la définition ou bien de spécification du répertoire de travail. Je vais partager mon écran à nouveau et répondre cette partie. Bon, je ferme tous les dossiers. Et je vais dans- OK. Hier, on avait commencé par l'ouverture d'un nouveau script. Donc, on avait appuyé sur New File et après Error Script. Donc, pour spécifier le répertoire de travail, ça veut dire d'aller au niveau de la partie session. Donc, si on voit après le logo Error Studio, la deuxième ligne, disons, bon, après le logo, la première ligne, là, on a mis File.
Bon, ceux qui ont leur RStudio en français verront dossier. Donc, on compte à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième partie. C'est écrit session. Donc, on va au niveau de la session. Au niveau de la session, il y a encore d'autres options, plusieurs options. J'avais demandé qu'on compte à partir de la première ligne. Disons, parce qu'après session, si je clique au niveau de session, il y a new session. Après, interrupt. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ligne, il y a encore 3 options. Je disais d'aller au niveau de la troisième option. Disons la dernière option, qui est Choose Directory ou bien choisir le chemin d'accès. Et quand j'écris sur ça, ça me renvoie vers mon PC. Et j'avais dit que j'ai téléchargé le dossier nommé 3ACP sur mon bureau. Donc, j'irai sur mon bureau et je sélectionne le dossier nommé 3/8 ACP. Donc, et ici, on voit que le dossier est sélectionné. Le dossier 3/8 ACP est sélectionné. Et après, je clique sur Open ou Ouvrir. Donc, et quand je clique sur ça, ça signifie que j'ai déjà spécifié mon répertoire de travail. Parce qu'au niveau de la console, vous verrez en même temps que c'est écrit Set Working Directory. Et oui, ça a mis le chemin vers mon dossier. Donc, moi, comme le dossier était sur mon bureau, tout ça là, ce sont des extensions. Donc, après ça, bureau et après le nom de mon dossier. Et je disais, pour vérifier si on a vraiment chargé le dossier qu'il faut, on peut partir au niveau des files. Juste la fenêtre qui se trouve en dessous de l'environnement. Et je clique sur ça et je vois. Parce que moi-même, je connais déjà les dossiers, les fichiers qui se trouvent dans mon dossier. Et je vérifie si c'est vraiment le dossier que j'ai spécifié. Si c'est vraiment mon dossier de travail que j'ai spécifié. Si je fais que ça diffère, au niveau de la deuxième ligne, après Files, deuxième ligne, il y a un rond ici, juste pour dire d'actualiser l'environnement. Donc, j'actualise. Et c'est toujours la même chose que je trouve. Et si c'est mon dossier, c'est bon. Si ce n'est pas mon dossier, je reprends le processus. Allez dans la section, cinquième ligne, troisième ligne. Je pense que j'ai fini avec la première question. Ok. Il y a une question qui était, bon, je vais, bon, voici le script qu'on a utilisé hier. Il y a quelqu'un qui demandait à quel moment on aura utilisé la fonction GG Perls. Parce que ici, au niveau de la matrice, bon, on voulait représenter la matrice de diagramme de dispersion et on a essayé d'utiliser, bon, on a utilisé la fonction GG Perls. C'est pas
nécessaire d'utiliser cette fonction dans l'analyse en composante principale. Nous avions juste utilisé cette fonction pour avoir une idée globale sur notre base de données. Mais pour l'analyse en composante principale, on a vraiment besoin du package Phatominer et la fonction PCA. Et c'est la fonction PCA qui nous permet de réaliser l'analyse en composante principale. Dans la phase théorique, on avait dit, le professeur avait spécifié que si on veut réaliser l'ACP, on aura calculé les valeurs propres. Après les valeurs propres, on aura besoin aussi des composantes principales, la corrélation des variables réelles, les variables de notre base pour pouvoir la corrélation entre les composantes principales et les variables réelles de notre base pour l'interprétation. Donc, l'ACP, tout ce qui concerne l'aspect mathématique dont le professeur a parlé hier, et il faisait comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller dire de calculer les valeurs propres ou bien de chercher l'as ou bien et ainsi de suite. C'est la fonction qui fait tout. Tout est déjà écrit dans la fonction PCA. Et c'est la fonction qui calcule tout, qui calcule les valeurs propres, les vecteurs propres et les dimensions et calcule aussi la corrélation entre les variables de notre tableau, de notre base de données et les composantes principales. Il y avait encore une question. Bon. Oui. Bon, je pense que j'ai fini. Il y en a encore d'autres questions que je n'ai pas abordées. Oui, quelqu'un demande comment il faut extraire, comment dire, si on a une grande base de données, comment il faut extraire juste une portion de cette base-là. Dans R, si j'ai 10 variables et mon ACP concerne juste 5 variables, comment extraire juste les 5 variables là pour faire l'ACP? OK. Si nous avions plusieurs variables dans notre base de données qui se renseignent sur des valeurs quantitatives et qualitatives et que nous voulons faire l'ACP, sachant que l'ACP se porte uniquement sur les variables quantitatives, il suffit juste d'extraire les colonnes dont on a besoin en utilisant disons, il me semble que j'avais déjà utilisé la fonction quelque part dans la ligne. Je reviens. OK. Donc, non. OK. Par exemple, ici, au niveau de la ligne 17, lorsque je voulais exclure la première colonne, quand je charge une base de données à plusieurs colonnes et que je fais appel à la base, ici, j'ai mis cassava. Disons, notre base est cassava. Quand je fais appel à la base et je mets cocher. Dans cocher, je peux mettre 2 valeurs qui sont séparées par la virgule. Donc, quand je mets virgule, au niveau de la première colonne, au niveau de la première partie, disons les valeurs que je peux mettre avant la virgule sont des valeurs qui se renseignent sur la ligne de la base. Et
les valeurs qui seront au niveau, disons, après la virgule, vont spécifier les variables, les numéros et de colonnes. Supposons que je veux choisir, j'ai chargé ma base et je veux utiliser toujours toutes les lignes de la base, mais je veux faire l'ACP sur troisième colonne, à partir de troisième colonne jusqu'à la 10e colonne. Donc, il suffit de préciser en disant que à partir de troisième colonne, et je mets 3 points. Je mets 3 et 2 points. 10e. Ce qui signifie que je suis en train de préciser les colonnes à extraire de ma base. Donc, j'ai dit de prendre la base cassava et de prendre les colonnes à partir de troisième jusqu'au niveau de la 10e colonne. Comme ça, on peut extraire une portion de notre base de données. Je pense que j'ai fini la partie là. Est-ce qu'il y en a d'autres questions encore? Oui, et Yvette, il y a une question, et ça c'est la question de M. Richard, qui dit qu'il a un tableau de données et ce sont des proportions. Et il souhaite savoir s'il a besoin de faire une transformation avant de faire l'ACP. Ok. D'accord. Non. Bon, s'il s'agit des proportions et c'est en pourcentage, que ça soit en pourcentage ou bien entre, et les valeurs sont entre 0 et 1 ou 0 à 100, il n'a pas besoin de transformer ces valeurs avant la réalisation de l'ACP. Si c'était qu'il y avait d'autres variables qui seront considérées et qui ne se renseignent pas sur des proportions, là, il peut faire des changements. Et d'ailleurs même, il n'aura pas de souci à faire à ce niveau quand les variables n'ont pas la même unité de mesure. La fonction PCA centre et réduit en même temps les variables dont on aura besoin pour la réalisation de l'ACP. Donc, je pense que c'est ça. Et il y a quelqu'un qui avait demandé dans le chat si le choix de l'environnement se fait chaque fois qu'on ouvre RStudio. Je n'ai pas bien compris. En fait, ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce que chaque fois qu'il ouvre RStudio, il doit toujours indiquer le répertoire courant de l'environnement de travail? Ah, ok. Oui. Je dirais oui. Parce que si ouvre RStudio et il sait qu'il veut travailler sur une base de données et qu'il ne spécifie pas là où se trouve la base de données, il aura du mal à retrouver et il aura du mal à charger sa base. Il y a différentes façons de charger une base, mais s'il veut toujours utiliser la fonction read.table est spécifiée et donner le nom de la base de données, ainsi de suite, il sera obligé de spécifier à R
là où ira chercher cette base. Et il me semble aussi que la première session de cette formation avait déjà parlé de ces détails. Donc, si la personne peut prévisualiser aussi les enregistrements de la première session sur YouTube, ça serait aussi bénéfique pour vous. Ok, je vais voir s'il y a d'autres questions. Bon, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas pu voir l'interprétation des graphiques hier. Donc, l'idée, c'est peut-être de tourner encore, d'exécuter en fait l'ensemble des codes, ou bien d'afficher, voilà, le fichier Word là, dans lequel tu as mis les graphiques, et de revenir de façon brève sur les commentaires. OK. OK, je pense que oui, c'est ça. Disons le premier graphe renseigne sur la corrélation entre les variables de notre base de données et les deux premières composantes principales, DIM1 et DIM2. Et nous avions aussi la représentation graphique des individus, disons les juges, sur les deux axes, As1 et As2. Donc, premièrement, on avait dit que l'essentiel, c'est de voir les variables. On va essayer d'abord de projeter à partir de 0,5 ici, parce qu'on sélectionne les variables qui ont une corrélation, disons, la valeur absolue de leur corrélation est supérieure ou égale à 0,5. Donc, on fait une projection à partir de 0,5 et aussi au niveau de moins 0,5. Et on prend les variables qui se trouvent ici avant 0,5 et ici les variables qui se trouvent après 0,5. Les variables qui ont leur corrélation supérieure, disons la variable absolue de leur corrélation supérieure ou égale à 0,5 sont des variables qui sont bien corrélées. Donc, comme on voit qu'il y a des variables sur l'axe 1, je prends en première position l'axe 1. Quand je prends l'axe 1 et que je fais la projection, je vois que la variable levée, tendreté, croustillance ont une corrélation supérieure à 0,5. Et la corrélation de ces variables est positive. Et on avait dit que les pains qui ont une bonne levée ont souvent, du moins, une bonne croustillance et une bonne tendreté. Mais une mauvaise élasticité.
Parce que la corrélation, le signe de la corrélation entre la croustillance, croustillance, tendreté et la levée s'oppose ainsi contraire, opposé de l'élasticité. Ça veut dire que les informations, disons oui, quand j'ai, oui, un pain qui est bon, donc, et avec ces trois caractéristiques, le pain là est mauvais pour cette caractéristique. C'est ça. Et lorsqu'on voulait interpréter la représentation graphique des variables et des individus, on avait dit que au niveau de ce cercle qui est bleu, le cercle en bleu, et aussi le cercle en bleu ici, on dit que les juges qui se trouvent au niveau de ce cercle sont les juges qui ont donné à peu près le même score pour les variables couleur, goût, apparence et croustillance. Pareil pour les individus qui se trouvent dans le cercle orange. C'était ce qu'on avait dit hier, je pense. Ok, je pense que les questions ont été épuisées. Les questions ont été épuisées. Je ne vois plus de... Je voudrais juste ajouter en plus de ce que tu as dit. Et il y a deux questions qui sont venues et qui donnent l'impression que, bon, certains n'ont pas suivi la session 1. Et comme tu l'as dit, et ceux-là sont invités vraiment à prendre les ressources de la session 1 et les parcourir. Parce que dans ces ressources-là, on a suffisamment discuté de comment importer les données, indiquer le répertoire courant, mais aussi ce qu'on appelle un package et ce qu'est une fonction dans un package. Tu as expliqué ces notions, mais je pense que ces personnes-là gagneraient à revisiter les sessions qu'on avait fait et, comment dit-on, la session passée. Et je constate que les gens sont en train de se joindre progressivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, hein, je ne vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Probablement, il n'y a pas de mains levées. On estime qu'il n'y a pas de questions. Alors, je pense qu'on peut donc... Prof. Romer, soyez le bienvenu. On était encore dans la session questions-réponses pour la session d'hier. Alors, on va maintenant officiellement ouvrir la session d'aujourd'hui. Alors, un mot d'ouverture de votre part. Oui, je salue tous les participants à cet atelier de formation. Donc, aujourd'hui, on continue avec les méthodes multidimensionnelles et on va aborder l'analyse factorielle des correspondances simples aujourd'hui. Si vous avez toujours des questions sur l'analyse en composantes principales, vous pouvez mettre vos questions dans le chat.
Et on va commencer l'analyse factorielle des correspondances simples. Voilà. Ok, prof, merci beaucoup. Et soyez le bienvenu encore. Et la session est ouverte. Je ne sais pas si c'est vous qui allez. euh, Oui, ok, c'est vous qui allez faciliter la c'est session, j'espère. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est- c'est bien moi. ok, Demain, c'est Valère qui va prendre le ok, lead. ok. Bon. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ça. Très bien. Alors, hier, on a abordé la toute première méthode multivariée, à savoir l'analyse en composantes principales. Je rappelle une fois encore que l'analyse en composantes principales, c'est une méthode multivariée descriptive. Le but, c'est de résumer l'information contenue dans un tableau à plusieurs variables en décrivant les relations entre ces variables. C'est comme ça que l'ACP résume l'information. Elle résume l'information en décrivant les relations entre les variables qui sont les colonnes du tableau. Donc, hier, j'ai présenté le principe de l'analyse en composantes principales, les différentes étapes conduisant au calcul des as, c'est-à-dire des composantes principales, et par la suite, évidemment, l'application dans le logiciel R. Aujourd'hui, on va considérer une autre méthode multivariée qu'on appelle l'analyse factorielle des correspondances simples. Alors, hier, j'ai dit que l'analyse factorielle des correspondances simples, c'est une méthode multivariée descriptive du même groupe que l'analyse en composantes principales, c'est-à-dire que l'AFC aussi a pour but de résumer l'information contenue dans un tableau à plusieurs variables. La grande différence avec l'ACP, c'est la manière de résumer l'information. Tandis que l'ACP résume l'information en décrivant les relations qui existent entre les colonnes d'un tableau, les colonnes étant encore les variables du tableau. L'analyse factorielle des correspondances, elle, résume l'information en décrivant non seulement les relations entre les colonnes, les relations entre les lignes, mais le plus important, les correspondances entre lignes et colonnes. Donc, l'analyse factorielle des correspondances fait plus que l'ACP. Alors, le hic dans cette affaire, c'est que l'analyse factorielle des correspondances requiert une structure type de données qu'on appelle tableau de contingence. Lorsque cette structure n'est pas obtenue, on ne peut pas appliquer une analyse factorielle des correspondances simple. Alors, c'est quoi un tableau de contingence? Une structure en tableau de contingence, c'est en fait une structure dans laquelle nous avons deux entrées. Une première entrée qui concerne les colonnes, une deuxième entrée qui concerne les lignes, un peu comme en ACP. La grande différence, c'est que les cellules de ce tableau ne doivent contenir que des valeurs de comptage. Donc, on doit compter le nombre
d'objets ou d'individus respectant un caractère donné. Donc voilà en introduction ce que je pense utile à dire pour lancer l'analyse factorielle des correspondances simples. Alors, nous allons partir aussi d'un exemple concret, un peu comme quand on était en train de faire l'ACP. L'exemple, ça porte sur, disons, l'habitat des oiseaux, le déterminisme écologique hein, de l'habitat des oiseaux. C'est-à-dire que on veut comprendre et aussi analyser pourquoi, par exemple, certaines espèces d'oiseaux se retrouvent plus, par exemple, dans des zones humides, alors que d'autres se retrouvent dans des zones sèches. Et dans les zones humides, on va distinguer les zones, par exemple, de mangroves, où la salinité est assez élevée, contrairement à d'autres zones humides d'eau douce. Les espèces se répartissent suivant leurs préférences. Alors, imaginons un instant que on a inventorié des individus d'espèces d'oiseaux sur plusieurs sites et on a considéré plusieurs espèces, par exemple, une cinquantaine d'espèces et une trentaine de sites écologiques. Et donc, après l'inventaire par un ornithologue, on a une matrice qui présente en ligne les différentes espèces, en colonne les différents sites et à l'intérieur de ce tableau, les cellules sont des valeurs de comptage. C'est-à-dire que on a compté le nombre d'individus de chaque espèce dans chaque site. Puisque je m'en vais vous montrer les différents calculs qui sont faits pour obtenir les as factoriels, un peu comme on a fait pour les composants principaux en ACP. Je prends un petit tableau. Parce que si je prends un grand tableau, les calculs seront plus complexes et ça va être difficile à comprendre. Donc, c'est purement à titre pédagogique que je considère le tableau que vous voyez à l'écran avec juste 4 sites et 3 espèces. Évidemment, on ne va pas utiliser une AFC sur un tableau, un aussi petit tableau. On n'a pas besoin parce que juste en regardant les chiffres, on peut donner les tendances. Mais, comme je l'ai dit à titre pédagogique, on va utiliser ces tableaux pour décrire les différentes étapes et les différents calculs que le logiciel fait en black box, donc dans la boîte noire, pour après vous afficher les résultats. Alors, si vous maîtrisez les différentes étapes de calcul que le logiciel fait, vous serez plus à même d'interpréter les sorties du logiciel. C'est pourquoi la partie théorie, c'est quand même importante. Donc, ici, nous avons 3 espèces, nous avons 4 sites et à l'intérieur, nous avons les nombres d'individus de chaque espèce dans chaque site. L'analyse factorielle des correspondances va décrire non seulement les relations entre les colonnes, c'est-à-dire les sites ici, les relations entre les lignes, c'est-à-dire les espèces, et va après déduire les correspondances qui existent entre les lignes et les colonnes. Donc ici, entre les espèces et les sites. Alors,
tel que c'est dit comme cela, on peut déjà faire quelques déductions. J'ai dit tout à l'heure que l'AFC fait plus que l'ACP. L'AFC décrit les relations qui existent entre les colonnes du tableau, entre les lignes du tableau et les correspondances entre lignes et colonnes. Mais nous savons que décrire les colonnes ou les variables d'un tableau multivarié, c'est de faire une ACP, puisque ça, c'est le but d'une ACP. L'ACP résume l'information en décrivant les relations qui existent entre les colonnes. Donc, si l'AFC décrit les relations qui existent entre les colonnes, on va dire que l'AFC emprunte les techniques de l'ACP. Mais l'AFC ne s'arrête pas là, puisqu'elle décrit aussi les relations qui existent entre les lignes. Alors, décrire les relations qui existent entre les lignes, c'est encore une autre ACP. Parce qu'il suffit de transposer le tableau de sorte à avoir les lignes en colonne et je fais une ACP sur ces colonnes, que sont les espèces d'oiseaux, et c'est une ACP que je fais. Donc, lorsqu'on analyse bien, on va dire que l'AFC fait une ACP sur les colonnes du tableau et une autre ACP sur les lignes du tableau. C'est pourquoi, dans certains documents, on dit que l'analyse factorielle des correspondants, c'est une double ACP. C'est-à-dire ACP sur les colonnes et ACP sur les lignes. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes étapes de calcul des axes factoriels dans une AFC. On va partir du tableau de départ. Dans ce tableau, on a enlevé les identifiants des colonnes et les identifiants des lignes, de sorte à avoir juste un tableau de chiffres. Et c'est ce qu'on va appeler une matrice de données. Donc, à partir de cette matrice, je vais vous présenter les différentes étapes qui conduisent à la construction des axes factoriels comme on l'a fait pour les composants principaux en ACP. Alors, la première étape, lorsque on a un tableau de contingence pareil, on va calculer les fréquences relatives. On est ici. Les valeurs que vous voyez dans le tableau sont les fréquences absolues, c'est-à-dire les nombres d'individus de chaque espèce dans chaque site. Donc, ce sont ce qu'on appelle des fréquences absolues. Alors, ce sont des fréquences absolues et qui ont besoin d'être standardisées. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes valeurs quand on fait les sommes par ligne, quand on fait les sommes par colonne, et on ne peut pas comparer ces valeurs les unes aux autres, tout simplement parce que, évidemment, les sommes des colonnes et des lignes ne sont pas les mêmes. Et si on ne standardise pas, on peut biaiser l'analyse. Un peu comme en ACP où on dit que toutes les variables doivent avoir le même poids dans la construction des axes. Donc, c'est un peu la même chose. Et la première étape d'une standardisation, c'est d'abord de passer à des fréquences relatives. Passer à des fréquences relatives, tout simplement parce que les valeurs que vous voyez ici dépendent de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire du nombre d'individus considérés au total dans cette étude.
ce qu'on ne peut pas comparer à une autre étude avec d'autres nombres d'individus. Alors, donc, pour standardiser, la première étape d'une standardisation, c'est de passer à des fréquences relatives pour permettre des comparaisons. Fréquence relative, c'est de diviser par le nombre total d'individus, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Ainsi, on va avoir des, disons, proportions de chaque caractère. Et là, ça permet des comparaisons. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et en le faisant, on divise chaque fréquence absolue par le nombre total d'individus dans l'échantillon. Et on a les fréquences relatives. Donc, l'étape 2, toujours dans la standardisation. Donc, l'étape 2 de la standardisation, c'est qu'on va calculer des fréquences centrées réduites. Alors, les fréquences centrées réduites, c'est juste pour avoir des fréquences marginales communes. Et comme je l'ai dit tantôt ici, si vous calculez la somme par ligne et vous comparez les totaux des lignes, les totaux ne sont pas les mêmes. De la même façon, vous calculez les totaux des colonnes, les totaux ne sont pas les mêmes. Il faut standardiser. Donc, comment on standardise? Le logiciel va utiliser cette expression de standardisation, c'est-à-dire que on fait la fréquence relative d'une cellule moins le produit des fréquences marginales divisé par la racine carrée des fréquences marginales. La racine carrée du produit des fréquences marginales. Et ce que j'appelle fréquence marginale, c'est simplement la somme des fréquences relatives par ligne et par colonne. Donc, c'est ce qu'on appelle les fréquences marginales. Ici, on fait moins fi.f.j tout simplement pour montrer que, bon, ils ont une sorte de moyenne, puisque, et on divise évidemment par les cas types, à peu près, c'est comme à coefficient près, c'est les cas types. Pourquoi? Parce que les cas types d'une loi binomiale, l'oiseau est présent sur le site, oui, l'oiseau n'est pas présent sur le site, non. Donc, c'est une loi de Bernoulli répétée plusieurs fois, donc c'est une loi binomiale et on connaît la variance des lois binomiales NPQ. Et donc, c'est un peu ça. P et Q, c'est représenté par les fréquences marginales et à coefficient près, vous avez ça. Donc, c'est la deuxième étape de calcul du logiciel. Transformer les fréquences relatives en fréquences, les fréquences absolues en fréquences relatives et centrer et réduire les fréquences relatives. Alors, la matrice F calculée à l'étape numéro 1 se présente comme suit. Donc, on a quitté les fréquences absolues pour obtenir cette matrice F de fréquences relatives. Et comment ces valeurs sont obtenues? C'est en divisant chaque valeur de fréquence absolue par le nombre total d'observations N. Et on a les fréquences relatives. Après, on va centrer et réduire en utilisant cette formule. Alors, si je calcule la somme des valeurs de la première ligne, je vais avoir la fréquence relative marginale de la ligne 1, la fréquence relative marginale de la ligne 2, de la ligne 3, et je fais la même chose pour les fréquences relatives des colonnes. Donc, à partir de là, je peux calculer la matrice IS des fréquences centrées réduites. Et ça me donne quelque chose de pareil.
Alors, on continue dans les étapes de calcul et on va s'intéresser à l'étape 3. Alors, l'étape 3, c'est le calcul des matrices de corrélation. Alors, ça peut vous paraître assez bizarre. Ça peut vous paraître peut-être bizarre parce que ici, on parle de matrices, on parle de deux matrices de corrélation. C'est-à-dire la matrice is prime et la matrice is prime is. Alors, pourquoi ici on parle de deux matrices de corrélation? Qui vous souvient, dans mon introduction, je disais que l'AFC, c'est comme une double ACP. Parce qu'on veut chercher à décrire les relations entre les colonnes, on calcule la matrice de corrélation du tableau et de la matrice INS à partir de la matrice INS, et qui est ici. Je vais calculer la matrice de corrélation. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Comme j'ai 4 colonnes, on a appris que lorsque on a un tableau de 4 colonnes, on va avoir une matrice de corrélation 4 fois 4, c'est-à-dire de 4 lignes et de 4 colonnes. Et là, ça permet évidemment de décrire les sites, les relations entre les sites qui sont en colonne. Mais on ne veut pas juste se contenter des sites, on veut aussi décrire les relations qui existent entre les lignes. Et les lignes sont portées par les espèces d'oiseaux. Alors, dans le tableau, combien d'espèces d'oiseaux on a? On a E1, E2, E3. On a 3 espèces d'oiseaux. Imaginez qu'on transpose plutôt les lignes en colonne, c'est-à-dire qu'on transpose le tableau de sorte que les espèces E1, E2, E3 sont en colonne. À partir de là, on va calculer encore la matrice de corrélation, donc sur les lignes, puisque on a 3 espèces d'oiseaux, E1, E2, E3. En calculant la matrice de corrélation, on va avoir une matrice 3 fois 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes, puisqu'on a la matrice de départ qui est une matrice avec 3 colonnes. Donc, c'est pour ça que ici, on a dit qu'on calcule la matrice de corrélation ins prime et la matrice de corrélation ins prime ins. Donc, on a la matrice ins prime qui est la matrice de corrélation pour les oiseaux. Et on a la matrice ins prime ins qui est la matrice de corrélation relative au qui est la matrice de corrélation relative au site. Donc, à partir de ces matrices de corrélation, on va maintenant faire ce que on sait faire déjà très bien, c'est-à-dire que en ACP, quand on arrive au niveau de la matrice de corrélation, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice. Parce que le théorème 1 qu'on a vu hier disait que lorsqu'on a une matrice carrée, P fois P, on peut calculer P valeur propre et P vecteur propre. On va utiliser ce théorème ici aussi. Et comme toute matrice de corrélation est une matrice carrée, en considérant la matrice ins prime, qui est une matrice 3 fois 3, on va avoir 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres. En considérant la matrice de corrélation ins prime ins, on va avoir
4 valeurs propres et 4 vecteurs propres. Donc, on calcule les valeurs propres et on calcule bien évidemment les vecteurs propres. Alors, donc, un instant. Donc, ici, en considérant la matrice ins prime, c'est-à-dire sur les oiseaux, puisque c'est une matrice 3 x 3, on a les 3 valeurs propres. Lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et les 3 vecteurs propres V1, V2 et V3. On fait de même sur la matrice ins prime ins et on va avoir les 4 vecteurs, les 4 valeurs propres, lambda 1, lambda 2, ici c'est lambda 2. Je préfère corriger tout de suite. C'est lambda 2 ici.